Alors, cher Frédéric, je vais vous inviter à dire quelques mots sur l'école, parce que vous y avez jeté un regard à travers des acteurs qui, eux, travaillaient de l'intérieur et qui ont partagé avec vous leur vécu, leurs réflexions, qui se sont ouverts à vous. Dans quelles circonstances ça s'est fait? Pourquoi avez-vous choisi de travailler précisément sur l'école? Merci. J'ai choisi de travailler sur l'école après avoir parlé avec des profs. Et en fait, j'ai découvert tellement de choses que j'ai choisi de le faire ensuite pendant un an. Donc tout au long de l'année scolaire, enfin une année scolaire, 2017-2018, je suis allé à la rencontre de chefs d'établissement, d'enseignants, d'encadrants de la vie scolaire, de responsables de cantine, de personnel de l'infirmerie, etc. Donc tout ce qu'on appelle une communauté éducative et de parents d'élèves aussi, pour essayer de comprendre ce qu'on appelle de façon un peu théorique une atteinte à la laïcité dans un établissement scolaire. Au moment où Bernard a publié son livre, il y a un petit peu... Oui, pardon. Au moment où Bernard publie son livre, il y a un petit peu plus d'un an, moi je suis en pleine enquête et je vois bien les critiques que suscite son livre, notamment de sa hiérarchie, lui disant cas très particulier, quartier très particulier de Marseille, et puis exemple venu du passé, des années 2000-2010. Moi, au même moment, je suis en train de recueillir partout en France, et pas seulement dans des quartiers nord de Marseille, des exemples du même type, école maternelle, école primaire, collège et lycée, où il me semble, et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Une prière pour l'école », qu'on commence à parler du salut de l'universalisme à l'école aujourd'hui. C'est-à-dire que on a dit à Bernard Ravet, tout a changé en 2015, ça va beaucoup mieux. Des choses ont changé, sont en train de changer, tu en as parlé. On est très très loin, semble-t-il, des changements nécessaires. Dans la gestion quotidienne d'un établissement, aujourd'hui, dans de nombreux établissements, c'est une préoccupation quotidienne. Des questions qui nous ont agités toute la journée. La mixité, les rapports entre les filles et les garçons. Comment ? La liberté d'expression, la liberté de création, absolument. Le rapport au corps, à la culture, absolument. L'accès évidemment égal pour les garçons et les filles à toutes les matières, y compris la natation mixte qui est obligatoire à l'école primaire. On sait très bien que dans des quartiers entiers, et pas seulement dans les quartiers nord de Marseille, ou pas seulement ici en Seine-Saint-Denis, parce que je sais que mes confrères journalistes ont tendance à penser que ces questions ne se posent que ici ou chez toi. Moi, je suis allé constater ce genre de choses à Morlaix, au Havre, dans le nord de la France, à Saint-Giron dans l'Ariège, dans des banlieues plus ou moins difficiles ou faciles de Bordeaux, etc. etc. Alors, on ne trouve pas les phénomènes au même degré, mais on les trouve partout. Je tiens à dire aussi que les contestations et les perturbations de la vie des établissements, pour des raisons religieuses, viennent de toutes les obédiences. On oublie un petit peu trop qu'en 2011, le président de l'association des professeurs de biologie a dû aller jusqu'à l'Assemblée nationale rendre compte des attaques dont ses collègues étaient victimes au sujet des nouveaux programmes dits masculins-féminins, dans lesquels voilà, on apprend que la construction du genre n'est pas seulement une affaire de biologie et d'hormones. Donc, voilà. On les a accusés, et les accusations les plus ferventes, me disait-il, sont venues des catholiques et des évangéliques. Sur plein d'autres domaines, n'oublions pas les autres religions. Il est clair que l'islam est la deuxième religion de France, elle est très pratiquée, elle est dynamique. Donc les exemples que je raconte dans mon livre sont très souvent venus de jeunes musulmans ou de parents musulmans, mais n'oublions pas les autres. N'oubliez pas la remise en cause, les journées de retrait de l'école en 2014, ça a entraîné des familles musulmanes à participer à ces retraits. Ça venait plutôt des cercles de la manif pour tous, hein, voilà. Ben oui, c'est vrai. Alors deuxième chose, pour aller un petit peu avancer un petit peu, j'examine aussi dans mon livre la réaction de l'institution, c'est-à-dire à l'échelle d'un établissement. Qu'est-ce qu'on fait dans un établissement quand, tu le disais tout à l'heure, on a des élèves qui contestent la théorie de Darwin en cours, qui ne font pas que la contester. À la limite, s'ils la contestent, un prof saura faire son travail et réexpliquer ce qu'est une théorie scientifique par rapport à une croyance. À l'inverse, j'ai constaté des phénomènes de résistance passive
à la parole du prof. Cahier fermé, stylo posé, bras croisés, copie blanche au contrôle en cas de si on est interrogé sur le sujet. Ou alors, ça c'est plus malin, ils veulent quand même avoir le bac, donc ils ne rendent pas copie blanche, mais ils ajoutent une mention. Je suis obligé de dire ça pour être noté, mais je n'y crois pas. Dans plusieurs endroits en France, sur des cahiers, aussi bien de mémoire dans un collège de Saint-Dizier que dans des lycées de l'Académie de Lyon, une formule la même, en tête de contrôle ou de cours, ils disent que, point de suspension, qui est une vraie clause de distanciation à l'égard du message. Alors, pendant la loi de 2004, elle a servi d'abord à enterrer le rapport Aubin, qui citait déjà tous ces exemples. Aubin, on lui a dit mais votre rapport est très bien, mais il est caduc puisqu'on vient de voter la loi qui interdit les signes religieux à l'école. L'interdiction des signes, ça a été l'arbre qui a caché la forêt. On a pensé pendant 10 ans qu'on avait tout réglé. Elle est globalement respectée, la loi sur l'interdiction des signes. Il faut rappeler aux jeunes filles le matin d'enlever leur voile, et elles font un petit peu de provocation avec ça, mais globalement elle est respectée. En revanche, ce qu'il y a non pas sur les têtes mais dedans, a été totalement négligée par souci de ne pas faire de vagues. Le fameux hashtag qui a servi sur la violence, en effet, peut servir sur ces questions-là. Un bon prof, c'est un prof qui n'a pas de soucis dans sa classe et qui n'en parle pas. Un bon chef d'établissement, c'est un chef d'établissement qui n'a pas de soucis dans son établissement et qui n'en parle pas. Et une bonne académie, c'est une académie qui n'a pas de problème et qui n'en parle pas. Et quand vous arrivez au ministère, ils disent bah non, il n'y a pas de problème avec la laïcité. Alors ça change un petit peu. Il faut admettre, et moi non plus, je ne suis pas pro-Blanquer sur l'ensemble, mais sur ces points-là, il a dit des choses très claires sur, pour agir, puisque c'est le thème de cette table ronde, il faut commencer par connaître le phénomène. Il est très peu connu. Les signalements, le nombre de signalements qui restent au fond des tiroirs, tout ce que Bernard a raconté à son échelle, je l'ai vu dans des dizaines d'écoles et d'établissements que j'ai visités pendant tout ce temps. Alors, il faut être honnête aussi, la réaction de l'institution, c'est aussi la réaction des enseignants eux-mêmes. Il y en a peut-être dans la salle, mais à mon avis plutôt mobilisés sur le sujet. Il faut savoir que les enseignants ne sont plus d'accord sur la laïcité. Il y a bien longtemps que ce ne sont plus les hussards noirs de la République, mais ça ne s'arrange pas. Alors, il y a la question de la formation, mais il y a la question de la conviction aussi. Je vais vous donner un exemple, pardon si c'est un petit peu long, mais un exemple extrêmement concret. Dans l'académie de Montpellier, une référente laïcité de l'ESP, donc ce sont les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, qui forment les futurs encadrants de la vie scolaire et les enseignants, a connaissance d'une histoire arrivée dans une école primaire avec des minots, CP, 6 ans. On leur demande de dessiner des dieux grecs dans le cadre d'une activité dessin et puis des découvertes historiques d'autres cultures. Des petits musulmans disent « Ah ben non, je ne peux pas dessiner des dieux, c'est pas ma religion, je vais aller en enfer ». Cette référente laïcité s'empare de cette affaire et en fait un cas de réflexion pour ses stagiaires, donc futurs enseignants, en leur demandant « Que feriez-vous » Et à sa grande surprise, alors c'est un petit échantillon, elle a 70 élèves étudiants, un tiers lui donne une réponse qui la satisfait, à savoir pas question de céder, j'applique le programme, je cherche des moyens de faire comprendre à ces enfants que c'est une approche culturelle et que je ne leur demande pas de se convertir. Un deuxième tiers dit « Ouh là là, c'est un nid à ennui cette histoire, je passe vite sur l'histoire des dieux grecs. » Et puis un dernier tiers lui dit mais c'est pas leur culture, les dieux grecs, ils ont le droit de refuser. Et donc la formation dont vous parlez, il y a un plan de formation qui a été lancé. Je suis pas certain qu'il soit assez ambitieux, assez doté financièrement, parce que ce que constatent les référents laïcité dans les SP, c'est que les futurs enseignants ne sont plus convaincus. On fait l'ESP en 2 ans. En deuxième année, si on a eu le concours, on est fonctionnaire stagiaire. On est donc tenu au même devoir de réserve que n'importe quel enseignant titulaire. Or, des étudiantes de deuxième année, fonctionnaires stagiaires, demandent si elles peuvent conserver leur voile au moment d'aller en stage dans un établissement scolaire en disant « je suis étudiante, je ne suis pas concernée ». Cherchent à éviter les jours où leur stage va les obliger à accompagner les enfants
à la piscine. Le directeur de l'ESP de Lyon, qui est aussi le référent laïcité de l'ensemble des SP en France, Alain Mougnotte, a découvert il y a un peu plus de 2 ans une salle de prière clandestine dans les combles de cet établissement qui, je vous le rappelle, forme les futurs enseignants. Voilà, on pourrait continuer comme ça, sachant que, alors, comment va réagir ce futur enseignant ou ce futur CPE le jour où, dans son établissement, une fois nommé, il va avoir à gérer une affaire de salle de prière clandestine, puisqu'il y en a aussi dans les établissements, notamment, c'est arrivé ici à Paul-Éluard il y a quelques années, mais il y a des cas un petit peu partout. Voilà, je pourrais continuer très longtemps parce que le choix que j'ai fait dans ce livre est de donner très largement la parole et très longuement aux témoins que j'ai rencontrés. Donc ce sont surtout eux qui parlent. Ça a été un petit peu long de gagner leur confiance parce que ils se méfient un petit peu encore du regard médiatique qui cherche des histoires de jupes longues à Marseille ou à Saint-Denis et qui sinon ne s'intéressent pas à la question. Quant à l'ouverture, quand même, pour finir, de l'institution éducation nationale qui se serait, oui, un petit peu produite ces dernières années, je dois dire qu'en cours d'enquête, cherchant à visiter un collège en Haute-Marne, la chef d'établissement voulait l'aval de sa hiérarchie au rectorat. J'ai donc dû parler à quelqu'un au rectorat qui m'a dit « Mais pourquoi vous intéressez-vous à un collège sans problème dans une académie sans histoire ?» Alors, merci infiniment pour ce tour d'horizon qui est absolument remarquable. Ce que vous nous dites tous ensemble, c'est qu'il faut dire, il faut parler, il faut agir, il faut écrire, il faut se fédérer. Bref, surtout ne pas faire semblant de ne rien entendre, de ne rien voir, car il y a de graves dérives au sein de nos établissements scolaires et ce n'est pas un hasard si l'école a été ciblée dès 1989 et comme par hasard, ça tombe 10 années après la révolution islamique iranienne en 1979. Donc si l'école a été ciblée à travers cette question du voile en 1989, certes, à cette époque, il n'y avait que 3 collégiennes qui souhaitaient porter le voile au sein de l'école, mais nous savons aujourd'hui que cette dérive est immensément grave parce qu'il n'y en a pas que 3. Ce n'est pas une question de nombre d'ailleurs, c'est une question de principe. Si nous cédons sur les principes, eh bien nous pouvons nous attendre au pire. Et malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on interroge l'état de la laïcité, de l'universalisme au sein de nos institutions scolaires qui sont pourtant au cœur de la citoyenneté, eh bien, nous avons des surprises et nous avons de mauvaises surprises. Donc, la leçon à retenir, c'est qu'il faut agir et agir en nous fédérant beaucoup plus largement parce que cette histoire n'est pas une histoire franco-française, c'est une histoire internationale où il y a des mouvements agissants, politico-religieux, que ce soit dans les États, que ce soit à l'échelle de l'ONU, et ainsi de suite. Donc je vous remercie infiniment pour cet éclairage. Merci.